Alors, je m'appelle Vincent Digomet. Jusqu'à la fin de l'année dernière, j'étais patron Asie-Pacifique de Razorfish, où j'ai construit le réseau à travers des acquisitions et de la croissance organique, basée à Shanghai. Et depuis janvier de cette année, je suis ce qui s'appelle Chief Growth and Transformation Officer de Razorfish International. En clair, ça veut dire que je suis en charge de la transformation de nos opérations et de la croissance organique et par acquisition. Et mon job, c'est d'essayer de transformer l'Europe en s'inspirant de ce que j'ai pu faire en Asie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, c'était les Européens qui partaient en Chine ou en Asie pour leur expliquer comment on faisait du marketing et de la communication, et que maintenant, ce sont des gens qui ont l'expérience asiatique qui viennent expliquer aux Européens et aux Occidentaux comment la transformation du business s'opère avec le nouveau monde digital. Alors justement, quels exemples, quelles idées pour reprendre, parce que la présentation était vraiment excellente. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de plus? Il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la grande leçon de la Chine par rapport au développement digital, c'est qu'ils ont fondamentalement intégré la vitesse de transformation du monde, et que la technologie passait son temps à transformer tout. J'ai fait une conférence à Shanghai il y a 3 semaines, et il y avait le patron de Youku. Youku, c'est l'équivalent de YouTube. Ouais. Et il expliquait que lui, son plan à 3 ans, il était sur une semaine, et qu'il avait 6, enfin j'exagère, c'était sur un mois, et qu'il avait 6 priorités, et qu'au bout du mois, eh ben, il y en avait 4 qui tombaient parce qu'elles ne marchaient pas. Et qu'en fait, il passerait plus de temps à courir après la réalisation d'un plan qui ne marcherait pas que de vivre sur la transformation constante de ces opérations. Et c'est cette espèce d'agilité qui est liée au monde digital dont on a besoin. On a quelquefois, il faut faire des plans à 3 ans, mais un plan à 3 ans dans le monde dans lequel on est, il ne veut plus rien dire. Ouais, c'est un petit peu le mode. Les opérations se transforment trop vite. Un plan à 3 ans, comme j'expliquais dans ma présentation, Weixin, qui a maintenant 600 millions d'actifs, qui est devenu une plateforme de social commerce, qui concurrence Alibaba en Chine, qui va s'étendre dans le monde entier. Il y a 3 ans, elle n'existait même pas. Ouais, c'est quasiment. Et donc, il y a des révolutions constantes. Et notre métier, c'est d'être capable de surfer sur la vague, et donc d'avoir l'agilité pour pouvoir ne pas rester obnubilé par ce qui avait été un objectif, et le monde a changé entre-temps. C'est comme ça que Kodak a disparu. C'est comme ça que des boîtes qu'on pensait immuables, immortelles, ont disparu dans les 10 dernières années. Bah, comme je disais, c'est un petit peu le mode start-up, c'est-à-dire qu'on tente, on essaye de faire les erreurs le plus rapidement possible pour trouver la bonne solution. C'est le mode start-up. Ce qu'il y a, c'est qu'en Chine, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils arrivent rapidement à une échelle qui leur permet de faire du start-up at scale. Ouais. Donc, et ça, c'est un truc qui est exceptionnel. Et c'est là où les Occidentaux se méprennent sur la capacité, la puissance des entreprises chinoises. C'est qu'une entreprise comme Alibaba, qui a déjà 500 millions de personnes sur sa plateforme, mais il n'y a pas une entreprise digitale au monde qui a cette puissance de feu. Alors ça n'est qu'en Chine, mais ça ne change pas le fait que quand ils voudront s'étendre dans le reste du monde, ils ont une plateforme, une scalability que personne d'autre n'a. Ouais, vous parliez également de la puissance financière. Quand j'ai vu le nombre d'utilisateurs que vous mentionnez et l'argent qu'ils pouvaient mentionner, mais ils peuvent racheter n'importe qui du jour au lendemain. Ah ben c'est bien sûr. Et d'ailleurs, ils sont en train de racheter énormément de boîtes. Et il y a un autre élément que je trouve très très intéressant dans le système chinois, et dont j'ai un peu parlé, c'est que le système chinois est fait pour permettre à des petites entreprises de croître en atteignant leurs cibles. Le système occidental, il est quand même très très tourné vers la grosse entreprise. Quand on regarde la France, c'est un pays dans lequel il y a le CAC 40 et des bar tabac. J'exagère à peine. Entre les deux, ça, il n'y a pas. Entre les deux, il y a un désert. D'ailleurs, c'est la force de l'Allemagne par rapport à la France. Ouais, c'est qu'ils ont un tissu de petites PME. et moyennes entreprises. Ouais. Une moyenne entreprise en Allemagne, c'est 2000 personnes. En France, on n'a pas ce tissu. Mais globalement, les Chinois, et d'ailleurs, ça pourra aider énormément l'économie occidentale dans les années à venir, c'est que les Chinois ont réussi à créer des plateformes sur lesquelles une toute petite entreprise peut arriver à croître, à créer sa marque.
Et à un moment, on comparait Amazon et Alibaba, mais c'est incomparable. Amazon, c'est un supermarché. Alibaba, ce sont des places de marché, au sens originel de la place de marché, dans lesquelles les gens peuvent construire leur expérience, peuvent construire leur marque et bénéficient du trafic de la sortie de messe. C'était ça les places de marché, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et en fait, le monde digital que les Chinois sont en train de créer à travers leur écosystème réplique un peu cette capacité de faciliter l'accès à une audience à des gens qui ont toutes petites entreprises. Et la Chine, c'est une succession de très petites entreprises. Alors, il y a aussi un autre facteur, c'est la mobilité. Là, on a vu tout à l'heure Alibaba qui parlait d'Alipay avec leur mobile. C'est une réalité ou c'est plutôt encore de la publicité? Les Chinois, ils sont dans le cash. La carte de crédit n'a jamais marché en Chine. Ils ont essayé de la lancer, les gens n'ont pas de confiance. Le mobile a été... Les Chinois sont passés directement du Moyen-Âge au mobile. L'ordinateur, ils ne l'ont pratiquement pas utilisé. Ils surfent Internet à partir d'un mobile. Donc le mobile, c'est le terminal principal de tous les Chinois. Toutes leurs activités, ils les font à partir d'un mobile. Ils regardent des vidéos à partir des mobiles. Ils postent des blogs à partir des mobiles. Et la qualité de l'interaction et du service des réseaux sociaux sur le mobile est exceptionnel. Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas eu le temps de donner dans ma présentation. Weixin, donc qui n'existait pas il y a 3 ans, qui a maintenant 500 millions d'actifs quand même, d'utilisateurs actifs. Si vous voulez lire un article dans Weixin et que quelqu'un vous envoie, dit tiens, cet article est super intéressant, vous cliquez sur cet article. Si vous êtes sur Facebook ou n'importe quand un copain vous envoie un article, ça vous envoie sur un site. Vous êtes sur votre mobile, le site il n'est pas adapté pour le mobile. Ouais, c'est pas donc pratique, après, il faut que ça charge. On est là à essayer d'ouvrir, à essayer de lire un truc qui est illisible. Parce que eh bien, si vous faites la même chose sur Weixin, vous ne sortez pas de Weixin. Weixin importe l'article, le configure dans votre application, et s'il vous intéresse, vous cliquez dessus et vous le sauvez dans Weixin. Ah oui, c'est encore plus fort. Vous n'avez rien à faire. Et tout est pareil. Vous avez une application qui vous permet d'apprendre à jouer au basket. On en a développé une pour Nike, par exemple. Et c'est des petits tutorials en vidéo qui apprennent avec des stars, etc. Et on peut apprendre. Et puis, on peut cliquer sur les chaussures et les acheter. Et on ne sort pas de Weixin, on l'achète dans Weixin. D'accord. Alors, comment ça va se passer en France quand il va y avoir cette déferlante mobile? Est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que ce sera différent? Parce que là, ça fait un petit peu peur de se dire que des Chinois qui ont développé des plateformes, des outils, peuvent très bien débarquer en France du jour au lendemain. Pour l'instant, ils sont assez absents. Ils peuvent débarquer en France du jour au lendemain. Ils ne vont pas débarquer en France du jour au lendemain. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une compétition qui est très féroce en Chine entre des groupes qui sont en train d'émerger et qui sont sur les mêmes marchés. Et des groupes qui avaient une volonté d'aller à l'international, comme par exemple WeChat, Weixin. Dès le départ, ils ont voulu faire une application qui soit mondiale. Et en fait, je soupçonne que la concurrence sur le e-commerce avec Taobao leur prenne toutes leurs ressources à l'intérieur de la Chine. Et en fait, ces groupes-là, ils se disent pour l'instant, 10% de part de marché en Chine, c'est plus que toute l'Europe. Pourquoi je vais aller en Europe alors que donc ils sont en train de se battre pour asseoir leur force et leur autorité sur leur marché de base avant de conquérir le monde. Mais Alibaba est en train d'investir dans beaucoup de boîtes aux États-Unis, etc. On va les voir ressortir. Et leur façon de concevoir le business, de concevoir leur rapport au consommateur, de concevoir le service, est quelque chose qui va arriver. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant le discours qu'on avait vu tout à l'heure, c'est penser au client, essayer de lui faciliter la vie, customer centric, mais là, véritablement. Ils sont véritablement consumer centric. Parce qu'en France, customer centric, ça veut dire bon, oui, le client compte, mais on fait du pognon d'abord. Donc c'est malheureusement. Non, mais exactement. Et d'ailleurs, la fille d'Alipay, elle l'a très bien exprimé ça en disant ils sont là pour les 100 ans à venir. Donc faire de l'argent, le chinois a un rapport au temps qui n'est pas du tout le même que l'occidental. Donc faire de l'argent, oui, et les Chinois ils sont bons, ils veulent faire de l'argent. Mais ils ont une vision. Alors c'est en la contradiction. Ils ont un mélange de réactivité pour s'adapter tous les jours à la vie, au changement technologique, et en même temps une vision à très long terme de leur objectif, qui est un objectif sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un nationalisme qui est assez fort. Et les 3 grands patrons des 3 grandes plateformes chinoises, que sont Alibaba avec Jack Ma,
Tencent avec Tony Ma, c'est deux Ma d'ailleurs, et puis Baidu, et je me souviens plus comment s'appelle le patron de Baidu tout d'un coup, mais bon. Maintenant, ils forment un think tank qui aide le gouvernement à transformer la Chine de façon digitale. Donc ils sont extrêmement concurrents dans leur vie quotidienne sur leur entreprise, mais ils consacrent une grosse partie de leur temps à développer la Chine parce que le développement de la Chine, l'enrichissement des Chinois, l'accession de la classe rurale fait partie de leur rêve, ça fait partie de leur motivation. D'accord. Alors si on veut en savoir plus donc sur Razorfish, on va sur le site internet. Est-ce qu'il y a des white papers? Razorfish.com, il y a des blogs, il y a toutes nos activités qui sont principalement la transformation du business. Digital. Ouais. Donc ça n'est pas... moi je dis de plus en plus, quand tout le monde parle de publicité digitale, mais le fondement premier du digital, c'est d'avoir tué la notion de publicité. Les gens ne veulent plus de messages, les gens veulent des expériences. Le message, ils les trouvent partout. L'information est omniprésente. Vous allez sur votre mobile, vous faites du search, vous n'avez pas besoin de quelqu'un vous envoie un message. C'est le XXe siècle, ça. C'est les masses médias du XXe siècle. Mais maintenant, on est dans des systèmes participatifs dans lesquels les gens veulent être les propres acteurs de leur expérience. Et les marques doivent s'adapter à ça. D'accord. Bah, merci pour toutes ces infos, puis à bientôt. Merci, à bientôt.